Toi aussi, tu veux aider le Nexus 6 à rester en orbite, ou si tu veux savoir si ton ex t'aime encore, tape Kiss Kiss Bang Bang dans ta barre de recherche et viens nous soutenir. On a prévu un tas de trucs pour 2019. À plus, hein. Et Cyril, fait-il? Je vais tous vous crever, votre enfoiré! Oh, mais c'est quoi encore ces conneries? C'est la pleine lune, capitaine. Il fait une de ses crises. Hein? Je vous avais dit de pas passer par là. Merde! Cyril, j'ai déjà dit on est dans l'espace! Il y a des putains de pleine lune sans arrêt! J'ai bouffé tes couilles au grand marnier! Ah ouais? Ils sont où tes NX 3000? Dans ma poche. Alors tu vas me faire le plaisir d'en prendre 3-4 immédiatement, merde! Ça va mieux? Ça t'aide? Tu veux que je parle d'un film pourri? Oui. Que je le défonce? Ça te fait du bien? Ok, viens. Je vais le défoncer, je te jure. Capitaine, je crois qu'on a un petit problème. Que le grand col Plachnisvik nous vienne en aide. Une à la con. Message à tout l'équipage, on passe en alerte de proximité. Bonjour citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine, et la dernière fois nous avions parlé de Predator et des 2 premiers films qui nous ont été consacrés. Aujourd'hui c'est pas la même, parce qu'on va parler de Predator. Toi, passe-moi tes NX. Un film qui, vous allez le constater, est loin, mais alors très loin d'égaler ses prédécesseurs. Et pourtant, l'objectif premier de ce film, il était plutôt louable. Predators est un film sorti en 2010 et réalisé par Nimrod Antal, réalisateur américano-hongrois que vous connaissez pour la réalisation de l'épisode 9 de la saison 1 de White Pine. J'en suis sûr! L'autre grand instigateur de ce film, c'est Robert Rodriguez, un homme que vous connaissez pour El Mariachi, ses suites américanisées plus bankable que sont les Desperados, mais aussi Sin City et Planet Terror. Robert Rodriguez. Mais aussi, et ne l'oublions pas, tous les films Spy Kids ou encore les aventures de Shark Boy et Lava Girl. Un homme à la carrière que je qualifierais de burlesque. Et je le répète... Oui, on sait, c'est un escroc. Exactement. Vous allez enfin expliquer pourquoi? Non, faut bien rester pour la scène post-générique. Toujours est-il que ce beau monde a eu pour objectif de faire de ce Predators un hommage au premier film. Surtout après 2 Aliens vs Predator qui, nous l'avions vu, s'ils peuvent être des plaisirs coupables, ne sont clairement pas des chefs-d'œuvre. La volonté à l'origine de ce projet est donc tout à fait défendable. Et lorsqu'on regarde le making-of, on ne peut que constater que l'ensemble de l'équipe tenait un discours allant dans ce sens. We made a very strong point of trying to stay true to the original film. First Predators was groundbreaking because nobody had ever seen like that whole like mythology of that animal. The visual effects have gotten better, more sophisticated because that's where technology's taken us. But at the end of the day, it's what is the story? Because that's really what people want to come and see. Alors c'est normal que dans un making-of officiel, le staff tienne un discours bienveillant vis-à-vis du film et de la production. Et je pense sincèrement que ce film parle d'une volonté réelle de bien faire. Le film nous propulse direct dans le feu de l'action, avec notre ami Roy en fâcheuse posture, puisqu'il se réveille en chute libre. Les choix de carrière sont discutables! Heureusement, ceux qui l'ont foutu là ont eu l'amabilité de l'équiper d'un parachute. Arrivé sur le plancher des Mirnaches, il fait ami-ami avec d'autres personnes dans la même situation que lui. Et une fois toute l'équipe réunie, il faut bien se rendre à l'évidence. Ce sont toutes et tous des individus peu recommandables. Mercenaires ricains, soldats russes, soldats du Front Révolutionnaire Uni, yakuza, serial killer, narcotrafiquant, un médecin, peut-être un homéopathe, je sais pas, et un sniper de l'armée israélienne. À peu de choses près, l'équipage du Nexus 6. La lune! Et elle s'appelle Revient, hein? Toujours est-il que très vite, ils se rendent compte d'une chose assez cocasse, qu'ils ne sont pas sur Terre et qu'ils ont été amenés là pour être traqués comme du gibier. Mais par qui? Par les Predators, pardi. Enfin, une nouvelle espèce de Predator. Ils sont 3 d'ailleurs, mais on va y revenir. La Lune. J'étais tout à fait d'accord avec le fait que le Predator méritait un nouveau bon film. J'étais assez emballé par le casting puisqu'il prenait quelques risques. Choisir Adrian Brody comme personnage principal, c'était pas évident comme ça. Faut trouver un plan de secours. Le mec était surtout connu pour le pianiste. Fallait oser, hein, mais bon, c'est juste un putain de bon acteur. Tout comme Alice Braga, qui m'avait déjà marqué dans La Cidade de Deus, ou Blindness. Mahershala Ali, qu'on connaissait à l'époque que pour les 4400, mais qui a prouvé par la suite, avec la consécration qu'il a reçue pour Moonlight, un Oscar tout de même, qu'il était un excellent interprète. Ajoutons à ça Danny Trejo, que tout le monde aime parce que... parce que Danny Trejo
Aujourd'hui, je fais les fajitas, façon Old El Paso. Sinon, il y a le gars de That 70's Show, lui, et lui qu'on a vu dans des palanquis de films, et lui qui, Putain, mec, personne te connaît. Ah, et on ajoute Laurence Fishburne, et on est bon. Je suis vivant. Sur le papier, on était pas mal. Ah bah Robert putain de Rodriguez, merde. Bref. J'en étais où? Oui, quand j'ai vu ce film, je suis tombé de haut, mais de haut. Ce film est raté à tous les niveaux. D'abord, les personnages. Pourtant, il y avait des bonnes idées, comme le fait d'avoir des profils internationaux et diversifiés, même s'il n'y a qu'une seule femme. Pour le moment. Mais je vais être gentil, on va dire que c'était pour faire effet miroir avec le film original. Mais l'idée la plus intéressante reste le fait d'avoir choisi des anti-héros comme personnages principaux du film. Et... c'est tout. Et non seulement c'est tout, mais même ce dernier point est pas correctement traité. Parce que, excusez-moi, hein, mais si ces mecs sont des monstres, alors qu'est-ce que je suis, moi? Un fou génocidaire, égocentrique, alcoolique et sans race? Ou juste un putain d'enfoiré, c'est suffisant. Parce que à aucun moment du film, on ne croit au caractère monstrueux de ces gens. Le mec du FRU passe son temps à avoir l'air de flipper du moindre truc qui bouge. Le narco nous montre définitivement que la vieillesse est une pute. Parce que c'est difficile de réunir toute la famille. Quand elle est là, il faut en profiter. Et le condamné à mort violeur multirécidiviste ne fera rien d'autre que 2-3 blagues de gros cons et ne sera jamais, mais alors jamais menaçant. On s'en tape. Quel est l'intérêt de faire ce choix de protagoniste méchant, ce qui est clairement une innovation par rapport au premier film, si c'est pour rien en faire? Merde, vous aviez l'occasion rêvée de faire réfléchir le spectateur sur le caractère profondément mauvais de l'être humain, et vous avez merdé. La lune. Surtout que le film passe son temps à nous rappeler les horreurs qu'ils ont pu commettre par le passé. Oh, fou les feux. Mais... toujours à l'aune des agissements des prédateurs. Telle technique est utilisée par les prédateurs, et hop, là t'as un personnage qui arrive et qui dit qu'il faisait exactement la même chose chez lui. Blesse un homme. Fais-le bien souffrir. Fais-le saigner. Qu'il appelle à l'aide en suppliant. Installe le piège et tue tout ce qui approche. Je le sais parce que je l'ai déjà fait. On s'en fout! Et au final, au lieu de caractériser la monstruosité de ces personnages en les mettant d'une certaine manière sur un pied d'égalité avec les Predators, cela a plutôt l'effet inverse. C'est le Predator qui est rabaissé au niveau des humains. Car donner au Predator des agissements qui n'ont rien d'humain, et que le personnage n'aurait su expliquer, cela aurait renforcé son caractère dangereux, mais aussi la perte des repères de la troupe. Chose indispensable dans ce type de film. Là, ils utilisent ce procédé uniquement pour donner un passé à des personnages dont on se fout, et qui en plus vont pas faire de vieux os, quoi. Un peu comme vous. Oh, il reste des NX? Non. Ben va m'en chercher, merde. Bon, la caractérisation des personnages, elle est donc catastrophique. Et je parle même pas de l'écriture. Les dialogues sont au ras des pâquerettes. Ils ne font qu'exposer les situations quand ils ne sont pas là pour tout expliquer aux spectateurs. Lorsque Adrian Brody nous explique que cette planète est comme un terrain de chasse. On n'a pas besoin qu'on nous le dise. On connaît la créature, on sait comment elle fonctionne, on perd juste du temps. À 12 heures. Pareil lors d'une scène où la sniper nous fait juste une mauvaise pub de Predator 1. 87, Guatemala. Predator. Commando des forces spéciales dans la jungle. Arnold Schwarzenegger et sa proie. Il a dit avoir vu un truc incroyable. Découvrez la traque ultime en coffret collector, 2 DVD. Il portait comme un genre de camouflage qui s'ajustait à la lumière ambiante. Plus de 3 heures de bonus. Il pouvait voir dans les infrarouges et détecter les sources de chaleur. Les coulisses du tournage et des effets spéciaux. Il les a traqués. Il a tué toute l'équipe. Predator. Le coffret collector, 2 DVD. Comment elle sait tout ça? C'est un soldat israélien qui n'a aucun lien avec des personnages du film originel. Les scénaristes et le réalisateur, ils ont préféré nous torcher cette scène à la va-vite. Si on rajoute à ça les réactions complètement illogiques des personnages, ça achève de les rendre incohérents et inconsistants. Cyril, t'en es où? Analysons une scène. On le laisse là. Hors de question. Alors, pourquoi c'est elle, là, qui fait preuve de compassion pour ce mec? Va falloir m'expliquer ce qui justifie que ce soldat aguerri réagisse bêtement en voulant sauver un enfoiré de narcotraficante. Peut-être parce que c'est une femme. Hein? Rappelez-vous qu'au XXIe siècle, beaucoup de gens pensaient que les femmes étaient plus douces que les hommes. Qu'elles étaient plus enclines à la compassion. Mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est une sniper de l'armée israélienne, ça a aucun sens. Elle a déjà dû tuer des dizaines de gens. Non, ça peut vraiment pas être ça, parce que sinon ça voudrait dire qu'ils étaient vraiment arriérés à l'époque. Non, et puis en plus... c'est un piège. No shit, putain! Mais c'est juste évident, merde! La mise en scène. Mais regardez-moi ces cons! Ils restent plantés là, à blablater devant le vioc. Y a aucune tension. Aucun être vivant au moins aussi intelligent qu'une amibe unicellulaire ne croira à cette scène.
Il était déjà mort! C'est fou! Le fait que ce soit pas retourné une seule fois, alors qu'il vous suppliait pendant 3 fucking minutes, m'avait pas du tout mis la puce à l'oreille! Mais ça y est, il faut se battre immédiatement, c'est mon préféré! Non, mais pourquoi, putain, pourquoi? Où sont mes amis? Mais j'en sais rien, bordel de merde, arrête de gueuler! En fait, cette scène, elle résume à elle seule tous les problèmes du film. Des personnages mal écrits, auxquels on ne s'attache pas, et une mise en scène lambda qui n'a aucune ambition. Elle ne fait qu'exposer les situations. Il n'y a à aucun moment une idée de mise en scène innovante, un mouvement de caméra un peu sympa. On n'a que des enchaînements de personnages qui marchent, qui parlent, et qui de temps en temps font semblant d'avoir peur. Allez tous vous faire foutre! Prends tes Anix. Alors on me dira que c'est la même chose dans Predator premier du nom, sauf que justement, il s'agissait du premier. Il posait non seulement les bases de son propre univers, mais en plus, il mettait en place tous les codes du huis clos sylvestre. Sans oublier le génie de la mise en scène de McTiernan, dont nous avions parlé dans l'épisode précédent. Rien touché. Hi. Parce que faire de nouveaux films de la saga Predator peut tout à fait avoir du sens, mais un reboot, absolument pas. Déjà parce que, à mon sens, le premier film n'a juste pas vieilli. C'est simple, au début du 21e siècle, n'importe qui aurait pu le voir tel quel, sans que cela ne pose aucun problème. Mais aussi parce que Predators, en tant que reboot, ne comporte presque aucune différence avec le film original, en tout cas sur tous les aspects qui donnent sa saveur à un film. Il reprend grosso modo le même pitch, les mêmes situations, les mêmes objets. Mais en moins bien, quel est le putain d'intérêt? Pourquoi avoir investi tant d'argent, de temps et de personnes pour ça? Peut-être n'est-ce que l'expression du caractère purement inutile de l'existence humaine? Existence inutile, existence inutile, existence inutile, existence inutile. Il y a une scène qui illustre très bien tout ça, celle de la confrontation entre le Yakuza et la créature. Scène dont le but est de faire écho à la légendaire scène de Predator 1, lorsque Billy décide de faire lui aussi face à la menace. Cette scène... Celle du deuxième film? Bah non, le premier film. Ce Predator? Quoi, non? Le Predator 1. Ah oui, celui avec Kurt Russell à Los Angeles? Sûrement pas, avec Arnold et la moustache dans la jungle. Ah. T'as rien suivi depuis le début, on est d'accord? Veuillez laisser un message. Donc, cette scène est devenue culte car c'est un modèle de cohérence en termes de mise en scène et d'écriture. Elle représente tout simplement l'apothéose de tout ce que le film aura précédemment mis en place. Durant toute l'histoire, Billy nous est présenté comme le personnage qui accomplit ce qu'il se passe, de par les nombreuses séquences où il apparaît comme un personnage taiseux et observateur, mais aussi au niveau symbolique, du fait qu'il soit natif américain. Le film nous invite ainsi à penser qu'il est proche de la nature, ce qui lui confère une aura mystique, presque un sixième sens. Il est dans son élément, il maîtrise ce qui l'entoure, et il a donc un gros avantage sur le reste du groupe. Dans ces arbres, je sens qu'il y a quelque chose. Les traits de caractère de Billy, alliés à la mise en scène, font de lui celui qui pourrait venir à bout de la créature. Bien plus que Dutch. Et pourquoi? Parce qu'il est chez lui, et qu'il kiffe sa race. Lorsqu'il s'arrête, jette son arme, enlève ses vêtements, sort son couteau. Putain, qu'est-ce que c'est bon! Billy abandonne concrètement son humanité et se prépare au combat qu'il a toujours attendu. Tout le film nous a préparé à ce moment. C'est ce que l'on attendait. Et là, on sait que ça va chier. McTiernan arrive d'un coup et de façon magistrale à anéantir tout espoir. Pas de scène de combat sanglante, un simple cri hors champ et un enchaînement de visages effrayés suffit pour capter ce moment et insuffler la peur sur le commando et le spectateur. On voit ici tout le talent de McTie et sa capacité à faire des choix sincères et à les assumer. Billy disparaît dans la jungle et son cri résonnera encore de longues minutes dans nos têtes, comme pour asseoir davantage sa symbolique mystique. On en est où avec ces histoires de lune? La lune. Du coup, comment s'en sort Predators? Le film essaye de nous présenter le Yakuza un peu de la même manière. Même si les origines sont différentes, le personnage présente le même archétype comportemental que Billy. Il parle peu, observe, et quand il s'assoit, c'est en tailleur comme pour méditer. Originalité moins 12. Sauf qu'on ne ressent rien pour ce Yakuza. Parce que là où Billy avait au moins une espèce d'amitié vache avec Hawkins, qui nous impliquait émotionnellement, ici, le mec ne parle à personne, ne fait rien, a l'air de se foutre complètement de ce qui arrive, il ne sert à rien. Je ne souhaite pas d'amis. Enfin si, il est là que pour faire la scène que nous allons analyser maintenant. Et c'est d'ailleurs juste pour celle-ci qu'il trouve un katana dans le film. Originalité moins 12. Ils arrivent dans cette clairière, avec des hautes herbes,
Et là, comme tout bon japonais qui se respecte, n'est-ce pas? Il décide de s'arrêter et de se battre avec le Predator. Mais putain, pourquoi? Contrairement à Billy, rien, absolument rien qui nous a été présenté dans le film ne justifie qu'il réagisse ainsi. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Allez, on se barre! Oh, bordel de hautes herbes. Merde. En plus, il fait nuit, j'ai un katana. Oh non, 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 je suis un figurant, moi, dans ce film. Je veux juste sauver ma peau. Ah non, pourquoi je dois rester? C'est parce que je suis Jap, c'est ça? Tiens, le voilà, lui. Ça y est, il va me bousiller la gueule avec ses lasers ou je sais pas quoi. Tiens. Ah non. Ok, donc toi aussi t'es japonais? Enfin, en même temps, j'ai pas fait de kendo depuis le primaire. Peut-être que ça pourrait suffire. Oh! J'y crois pas, ça a marché! Allez, un autre petit tour et olé! Je vais peut-être m'en sortir finalement. Moi, c'est les claquettes que je pratique. Pourquoi ils font ça? Je veux mourir. La mort de ce personnage et cette scène n'a aucun intérêt. Elle ne nous dit rien de plus sur lui, ni sur le Predator, elle ne fait pas avancer l'histoire, n'a aucun impact sur les autres personnages, ni sur l'état émotionnel du spectateur. En termes de chorégraphie, c'est même pas du niveau d'Highlander 4, et je ne vous parle même pas du thème principal de Predator repris à la flûte pour faire japonais. C'est de la merde! Bon, au moins l'acteur il tient bien son sabre, le petit doigt sur le Kashira. Arrête d'étonner des détails comme ça, tout le monde s'en fout! C'est un film mal écrit, mal joué, aux références nombreuses mais forcées, avec une mise en scène sans saveur et des effets spéciaux dégueulasses. D'ailleurs, c'est tellement mauvais que dans le trailer, ils ont été jusqu'à mentir en faisant croire qu'il y aurait des dizaines de Predators pour essayer de rendre ce navet plus attractif. C'est dire, ceux qui l'ont fait n'ont rien compris à la portée symbolique, mythologique et même cinématographique de l'œuvre originale. Et vous savez quoi? Eh ben tout ça, c'est même pas le pire dans le film. Et ça continue. Il y a quand même une chose que le film tente. Arrêtez de vous faire du mal! Une idée qui... Mais... Arrêtez de vous infliger ça! Ça paye même pas bien! C'est le Predator Berserker. Dans la dernière partie du film, on apprend que les Predators qui poursuivent toute cette troupe ne sont pas ceux que l'on connaît, mais une autre espèce cousine des premiers. Plus forte, plus grande, plus puissante. Blablabla, mais quelle connerie! Bon, déjà, on va passer sur le design complètement dégueu, hein, les goûts, les couleurs, toi-même tu sais. Ce qui me gêne réellement, ce sont les incohérences flagrantes que le film entretient avec son propre projet. Et surtout cette tendance à penser qu'innover, c'est systématiquement faire table rase du passé. Si ces nouveaux Predators sont si forts, pourquoi donc évoluent-ils par groupe de 3? Pourquoi chacun d'entre eux a une spécialisation qui les rend symboliquement interdépendants? À aucun moment, Morpheus ne nous explique que c'est parce qu'ils sont en meute qu'ils sont plus forts. Au contraire, il appuie bien sur leur supériorité en tant qu'espèce. Et puis vous m'excuserez, mais leurs spécialisations sont à mourir de rire. Il y en a un qui est maître chien, un autre qui est fauconnier, et encore un qui est... juste super costaud. L'une des forces du Predator, c'était justement son caractère solitaire, le fait qu'il sache s'adapter à différentes situations, qu'il soit donc multispécialisé. Autre différence, et pas des moindres, ils ne sont pas régis par les règles du code d'honneur des Predators classiques, ils sont donc sans merci. Et cela amène à une incohérence fondamentale. Pourquoi se ferait-il chier à ramener des proies sur cette planète? Un terrain qu'il maîtrise donc, afin de les pourchasser. Et là je mets de gros guillemets, puisque concrètement, vu les conditions, le fait qu'ils soient mieux armés, qu'ils soient invisibles, qu'ils sachent exactement où le groupe se trouve, etc., etc., il pourrait les buter à tout moment et sans se fatiguer. Ça n'a aucun putain de sens. Dans les deux premiers films, et même dans les deux nanars, là, Serpentosaure contre les crabes de l'espace, les Predators sont dans un cadre qui n'est pas le leur. D'une certaine manière, ils se mettent en difficulté pour rendre leur chasse plus intéressante. Une difficulté relative évidemment, puisque eux aussi sont lourdement équipés et furtifs. Et c'est là que leur code d'honneur rentre en jeu. Un code qu'on peut résumer par... Ne pas tuer une proie non armée. Ne pas tuer de proie féconde. Laissez le temps à la proie de s'organiser afin qu'elle puisse être plus difficile à battre pour en tirer un plus grand honneur. Et enfin, privilégier le combat en face à face, lorsque la proie aura prouvé sa valeur. Car s'ils décident de ne pas tuer toutes leurs cibles à la fois, c'est justement parce que leurs rites de chasse sont déterminés par ce code. On commence par tuer l'élément le plus faible afin de se mettre en jambe, puis on fait tout ce qu'il faut pour montrer sa force et énerver tout le monde en tuant l'un des éléments les plus forts, et ensuite, on laisse dérouler le plaisir de la chasse.
Il y avait une vraie cohérence dans les agissements des anciens Predators, ce qui n'est absolument pas le cas dans ce film. Toutes les mécaniques scénaristiques reposent sur la réaction que pourraient avoir les Predators qu'on connaît, pas les nouveaux berserkers. Tout simplement pour justifier le twist qu'est l'existence de cette nouvelle espèce et tromper les spectateurs. Pourtant, introduire une nouvelle créature n'est pas bête en soi, au contraire. Mais c'est une créature totalement inédite qu'il aurait fallu amener. Ça nous aurait transporté vers de nouvelles possibilités et ouvrir un imaginaire nouveau. Mais c'est sûr que pour le coup, ça aurait demandé plus de taf, hein? Enfoiré de branleur! Ils ont été au plus simple sans prendre aucun risque, faire une version Lidl de la créature qu'on connaît déjà. La lune. Ah putain, mais quel enfoiré de branleur, merde! Mais qu'est-ce qu'il vous a fait à la fin? Le film avait même pas besoin de ça pour être un tant soit peu original. La lune! J'ai abordé le sujet en début de chronique. Le fait de prendre des criminels notoires comme personnages principaux était une très bonne idée. Et oh oui, putain, ils se sont foirés, mais c'était une bonne idée. Ça n'est presque poétique. La part sombre de l'être humain. Vous savez de quoi vous parlez? C'est pire penchant. Votre abonnement pour Vaginax arrive à Il y expiration. a vraiment quelque chose à faire avec ça. Car j'ai omis volontairement de vous parler d'un personnage, le médecin joué par Topher Grace, ou Topher Grace, bref, j'en sais rien. Au début, évidemment, on se demande ce qu'il fout là. Eh bien, en fait, c'était... Serial killer. Bonne trouvaille, là encore. Faire d'un personnage en apparence inoffensif un monstre odieux, prêt à tout pour survivre, même aux pires bassesses. Plein de possibilités s'ouvraient. Il aurait pu rentrer dans une folie meurtrière en éliminant, à l'insu des spectateurs, certains membres de l'équipe afin d'assouvir ses pulsions, tout en s'arrangeant pour faire porter le chapeau aux Predators. Il aurait même pu être le dernier survivant. Il aurait pu battre les Predators en se servant uniquement de son intelligence. Cela aurait eu une portée symbolique forte. Le mal insidieux, plus fort, plus dangereux que toute autre expression du mal. Le film aurait pu gagner en mystère, glisser du côté du thriller, prendre les spectateurs à contre-pied. Ce qu'avait réussi Predator en son temps. Et ça aurait été un réel hommage à ce chef-d'œuvre. En conclusion, Predators est un film schizophrène, puisqu'un ratage complet tant comme suite que comme reboot. Il aurait mérité un meilleur traitement dans la narration et dans la mise en scène, car il ne manquait pas grand-chose pour éviter la catastrophe et que le film soit au moins correct. Faire du cinéma d'action, ça n'est pas qu'enchaîner des situations que l'on croit badass, remplir un quota de scènes d'action et rechercher absolument à rendre hommage aux classiques du genre. Non, c'est comprendre les codes de celui-ci, les réinterpréter pour faire quelque chose de nouveau, et c'est aussi, et surtout, proposer un minimum de réflexion. Au moins un petit sous-texte qui prouverait qu'on n'est pas là que pour faire exploser des trucs comme des gros bœufs. Bon Dieu, qui es-tu? Et c'est exactement ce qu'a réussi un film comme Mad Max Fury Road. Ainsi s'achève cette chronique, citoyennes et citoyens. J'espère que vous avez apprécié et que j'ai su vous transmettre mon amour du Predator. Et si je ne me trompe pas, The Predator est sorti à votre époque. On en parle bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir sur Kiss Kiss Bang Bang pour la production des prochains gros épisodes, mais aussi pour la rénovation de 2 nouvelles parties du vaisseau, le salon et la cuisine. Donc si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, et à très bientôt sur le Nexus 6. La Lune. Ça va beaucoup mieux. Ah bah content de l'apprendre, hein, parce qu'il faut consulter, t'as failli tous nous buter encore une fois. Je suis désolé, il se trouve que moi, la lune, dans ma famille... Ah, attends. Les histoires de famille dans la Lune, moi j'en ai rien à foutre. Alors... Capitaine, on entre dans une zone riche en pulsars. C'est magnifique, hein. Ah, c'est beau. Je crois que ça me réussit pas. Les tigres, les panthères en safari. Les tigres, les panthères en safari. Les tigres, les panthères. Sûr qu'il n'est pas végétarien. Les panthères en safari. Les tigres. Hé, capitaine, de vous à moi, dites-moi ce que vous avez contre Robert Rodriguez. Bon, il y a une époque où, comme tout le monde, je considérais Rodriguez comme une valeur sûre. Mais si on se pose 5 secondes et qu'on réfléchit, il a fait quoi, ce mec? El Mariachi, un film plus ou moins d'auteur qui a pas mal tourné en festival et lui a permis d'acquérir une certaine reconnaissance. Puis des suites sympas et régressives avec Desperado 1 et 2. Des films pour lesquels j'ai une vraie tendresse. Mais qui sont quand même loin d'être des films marquants de l'histoire du cinéma, n'exagérons pas non plus. Et après quoi? Une nuit en enfer, un film que j'adore, hein, mais qui brille surtout par la présence magnétique de Clooney et le personnage de Tarantino, qui en plus a écrit le scénario. L'adaptation de Sin City, qui doit surtout au fait que le film est calqué sur la nouvelle graphique originale, et dont la meilleure scène a été dirigée par Tarantino.
Planet Terror, qui pouvait excuser son côté faux nanar, si tant est que cela puisse vouloir dire quelque chose, par son parti pris faussement régressif, puisque l'objectif ici était de faire un hommage aux doubles programmations Grindhouse qui avaient bercé sa jeunesse et qui, pour couronner le tout, était un projet commun avec Tarantino et son Death Proof. It's better than safe. It's death proof. Tu vois où je veux en venir? Si Robert Rodriguez bénéficie de notre sympathie, c'est aussi parce que Tarantino l'a adoubé. Comment remettre en question quelqu'un comme Tarantino? Si lui qui nous a apporté tant de chefs-d'œuvre apprécie Robert Rodriguez, on peut que fermer nos gueules. Ce serait presque un crime de lèse-majesté, mais bon, faut qu'on arrête d'être des moutons et faut qu'on aille plus loin. Parce que si on enlève Quentin de l'équation, il reste quoi? Des films pour gosses qui sont loin, mais alors très loin d'être bons, et un suçage jusqu'à l'os de la vague des faux nanars qu'il a lancé avec Grindhouse en faisant 2 films du sympathique faux trailer qui était Machete. Et franchement, faut arrêter avec Machete. Parce que Roro, il s'est foutu de notre gueule avec ça. C'est très sympa, hein, de vouloir faire de faux nanars. Et encore, faux nanar, ça veut rien dire. Un nanar n'est pas issu d'une démarche volontaire. Mais encore faudrait-il qu'il y ait au moins des éléments qui en fassent l'essence. Une certaine ambiance, des trouvailles en termes de mise en scène, conditionnées par le système D inhérent à un manque de budget, et surtout, une vraie transgression. Les Machetés n'ont rien de tout ça, même si, bénéfice du doute oblige, j'enfoncerai pas trop le premier. Mais le deuxième, il te crache à la gueule. C'est nul. C'est pas faussement mal monté, c'est mal monté. C'est pas faussement mal joué, c'est mal joué. C'est un navet, il faut arrêter de défendre ce genre de truc qui a été fait avec cynisme. Merde. Et James Cameron, capitaine?